Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter la résolution numérique d'équations différentielles ordinaires et plus précisément les méthodes à un pas. Donc précédemment nous avons vu un exemple de méthode, la méthode d'Euler, où nous avons démontré à la main la convergence de la méthode d'Euler. Donc ici nous allons partir sur une méthode plus générale que la méthode d'Euler que je vais présenter et nous allons décrire 4 propriétés associées à ces méthodes: la consistance, la stabilité, la convergence et l'ordre. Donc je rappelle. Au départ, nous avons une méthode qui va s'intéresser à résoudre un problème de Cauchy. Un problème de Cauchy bien posé, y' égale f de t, y de t, un système d'équations différentielles éventuellement, avec une donnée initiale, y de t0. Et la méthode de résolution que nous avons déjà vue consiste à discrétiser l'intervalle t0, t0 plus grand t, en une suite de points t1, t2 jusqu'à t grand n, éventuellement régulièrement espacés, c'est ce que nous allons faire ici. Donc le pas de temps sera égal à grand T sur grand N, et chercher une valeur approchée à l'instant y de Tn, qu'on appellera y petit n. Voilà, donc on a la solution exacte, qu'on va essayer d'approcher par un nombre fini de points, qu'on peut éventuellement relier ensuite entre eux, donc une solution approchée. Alors quel est le principe général d'une méthode à un pas? Alors, je rappelle tout d'abord les hypothèses sur f, L lipschitzienne par rapport à sa seconde variable, pour avoir, avec le théorème de Cauchy-Lipschitz, existence et unicité d'une solution. Je rappelle aussi ce qu'est la méthode d'Euler, consiste, comme on l'a vu, à faire une approximation par une méthode des rectangles, de l'équation intégrale associée. Donc c'est ça la méthode d'Euler. Et donc plus généralement, on va s'intéresser à une méthode qui va consister à construire itérativement, à partir de la donnée y0, aussi proche que possible de y de t0, la suite y1, y2, y grand n, de manière itérative, avec cette formule-là. Delta t phi, donc phi est une fonction de 3 variables, tn, yn, delta t, qui sera prise continue, et qui va dans Rm également. Donc, on est ici dans le cadre général des méthodes à un pas, et on retrouve le cas particulier de la méthode d'Euler pour une fonction phi, qui ne dépend en fait que des deux variables, ty, qui est égal à f de t et de y. Donc nous allons commencer par étudier la consistance de cette méthode. Donc être consistant, ça veut dire en fait que la méthode va être bien associée à la bonne équation. Donc on va écrire la relation non pas pour yn et yn plus 1, mais pour y de tn et y de tn plus 1. Donc si on commence à écrire la relation définissant la méthode, il faut rajouter ce qui s'appelle epsilon n, et on va l'appeler erreur de consistance. Donc en fait, l'erreur de consistance, c'est y de tn plus 1, moins y de tn, moins delta t, phi de tn, y de tn, delta t. Donc ce n'est défini qu'à partir de la solution exacte. Et cette erreur-là est vraiment très importante. Donc voilà comment on peut éventuellement retrouver son expression facilement. Et on va dire que la méthode est consistante pour le problème de départ si la norme, en fait, la norme 1, de l'erreur de consistance tend vers 0, lorsque grand N tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque le pas de discrétisation, par exemple, tend vers 0, si on se place dans une discrétisation à pas constant. Et alors, à chaque fois, on va être capable d'interpréter ces propriétés en termes de propriétés sur phi, la fonction phi, qui, je le rappelle, décrit, je reviens, décrit la méthode, totalement. Eh bien, premier théorème, une méthode à un pas est consistante si et seulement si, pour tout ty dans t0, t0 plus grand t croix Rm, phi de ty et de 0 égale f de ty. Donc à la limite, c'est-à-dire quand h vaut 0, eh bien phi est égal à f. Ça c'est déjà intéressant. On constate donc, de manière triviale que la méthode d'Euler est consistante en corollaire. Alors, je ne vais pas parler des démonstrations des théorèmes, elles sont dans un poly qui est associé à ce résumé de cours, que vous pouvez facilement trouver avec les liens qui sont indiqués. La démonstration est technique, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de bien comprendre qu'on part d'une définition à partir de consistance, à partir de la construction de la suite yn, et on arrive à une propriété qui est uniquement une propriété sur la fonction phi. Voilà. Donc pour la consistance, deuxième propriété qu'on va regarder, la stabilité. Alors, stabilité, comme son nom l'indique, c'est
s'assurer qu'une méthode est stable, cela voudra dire que si on perturbe légèrement, donc là je l'appelle toujours epsilon n, mais je considère que c'est une erreur numérique. Quand je fais ma construction de la suite yn, je n'ai plus yn, mais j'ai zn avec cette petite erreur epsilon n. Eh bien on dit que la méthode est stable si je peux contrôler mon erreur. C'est-à-dire si le max des erreurs entre yn et zn est majoré par une constante fois l'erreur au départ, qui elle est incompressible, j'ai envie de dire, l'erreur qu'on commet au départ, plus une constante fois la norme des erreurs, toujours la norme 1, c'est-à-dire la somme des petites erreurs qu'on commet à chaque évaluation de yn. Voilà ce que signifie être stable. Eh bien, de la même façon, on a un théorème qui va traduire cette propriété en termes de propriété sur phi. Et ce théorème, il est très simple à retenir également. Une méthode de type 3 est stable si phi est lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable y. Donc je rappelle, phi est une fonction, je reviens à nouveau sur la définition, phi est une fonction de 3 variables, eh bien il faut être lipschitzien par rapport à la deuxième. Eh bien la conséquence, elle est très simple également, c'est que la méthode de l'air est stable, puisque vous l'avez vu, la méthode de l'air correspond à une fonction phi qui est égale à f de t de y. Donc elle est bien lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable, comme f l'est. Voilà, consistance, stabilité. Et en fait, on va assembler ces deux propriétés, comme on va le voir, dans une propriété qui est la propriété de départ qui nous intéresse pour une méthode d'approximation, c'est la convergence. Donc la convergence, c'est très simple à définir, c'est dire que l'erreur commise en remplaçant y de tn par yn va tendre vers 0 pour une certaine norme. Donc là, on va prendre le max de l'erreur, va tendre vers 0 lorsque grand n tend vers plus l'infini, et y0 tend vers y de t0, c'est-à-dire que l'erreur initiale va devenir petite. Donc là, je vais revenir sur la figure, ça veut donc dire que l'erreur ici que l'on commet, on la voit ici, c'est le max des erreurs doit tendre vers 0, c'est-à-dire le max des erreurs commises, et en particulier, il va falloir que l'erreur initiale tende vers 0. On pourra même parfois supposer qu'il n'y a pas d'erreur initialement, mais en tout cas, c'est ça la convergence. C'est une convergence en norme infinie de la solution approchée vers la solution exacte. Bien, revenons à la traduction de la convergence en théorème. Et alors là, il y a un théorème très intéressant, très facile à retenir également, qui dit qu'une méthode est convergente si elle est stable et consistante. Voilà, donc on a deux propriétés que nous venons de voir, la consistance et la stabilité. Et bien ces deux propriétés vont assurer la convergence, directement, sans rien faire d'autre. Donc il suffira, au final, pour montrer qu'une méthode est convergente, si je reviens à la consistance, de montrer que phi vérifie cette propriété, et de montrer que phi vérifie celle-ci, on en déduirait qu'une méthode est convergente. Donc ce travail qui avait été fait sur la méthode de l'air à la main, qui était technique, eh bien, il est quelque part gommé par ce théorème et le travail qui est fait en général sur une méthode à un pas. On peut donc dire très facilement que la méthode de l'air est convergente avec ce théorème général. Voilà. Alors, la preuve est intéressante. La preuve est intéressante pour bien comprendre comment s'imbriquent ces propriétés de stabilité et de consistance. Eh bien, en fait, il faut écrire la stabilité de la méthode en prenant pour erreur de calcul l'erreur de consistance. C'est-à-dire, si je reviens à la stabilité, cette erreur-là, eh bien justement, je vais la prendre égale à l'erreur de consistance. Et bien, dans ce cas, Zn, je commets une erreur, mais qui va me permettre de revenir à la solution exacte. Dans ce cas, Zn est égal à y de tn. J'écris la stabilité, qui est ici. Et cette erreur-là, je sais la contrôler, puisque je sais qu'elle tend vers 0 grâce à la consistance. Et j'ai ainsi démontré cette propriété qu'on peut traduire par le fait stabilité plus consistance implique convergence. Ce n'est pas un si et seulement si, mais ce n'est vraiment pas gênant dans ce sens-là. Eh bien, corollaire, la méthode de l'air est convergente. Pour finir, l'ordre d'une méthode. Donc l'ordre, comme on l'a vu, on a construit des méthodes à un pas pour essayer d'avoir des méthodes précises, très précises, sachant que on avait vu également que la méthode de l'air était convergeait en grand taux de delta t. Eh bien, l'ordre consiste à dire, ici, c'est une nouvelle définition, attention, ce n'est pas la même définition que l'ordre d'une méthode de quadrature. C'est toujours l'idée de relier l'ordre à la précision. Eh bien ici, on dit que la méthode est d'ordre P si l'erreur de consistance en norme 1, donc cette fois c'est l'epsilon n de l'erreur de consistance, est majorée par une constante fois delta t à la puissance P. Voilà.
Donc, on veut être plus précis sur l'erreur de consistance et on comprend que c'est lié à la précision de la méthode, puisque si on revient à la démonstration de la stabilité, eh bien on verra que cette erreur qui apparaît, la somme des epsilon n, étant majorée par un grand taux de delta t à la puissance p, on aura bien le fait que cette erreur-là, c'est-à-dire l'erreur entre la solution exacte et la solution approchée, est un grand taux de delta t. Alors, pareil, le théorème est un peu plus technique. La traduction de l'ordre P se lie en fait sur les dérivées de phi à l'origine, c'est-à-dire quand h vaut 0. Eh bien, ces dérivées successives de phi, que je peux calculer facilement en général, quand j'ai une expression de phi, donc la dérivée Lième, donc de 0 jusqu'à p-1, elle doit être égale à quelque chose qui correspond à une dérivée de f. Donc, il est important de supposer que f et phi sont Cp dans ce cas-là, pas une grosse contrainte. Eh bien, cette dérivée totale, donc c'est une dérivée entre crochets, c'est une dérivée qui mélange la dérivée partielle par rapport à t de f et la dérivée partielle jacobien par rapport à y, puisque y c'est un vecteur en théorie. Eh bien, cette dérivée totale, elle s'écrit comme ça, elle se calcule de manière itérative, de cette manière-là. Une dérivée par rapport à t partielle de la dérivée totale à l'ordre k. Et puis, donc ici vous avez f, un vecteur de Rm, et là vous avez en fait un jacobien, c'est-à-dire une matrice de Rm croix Rm. Donc on a bien à l'arrivée un vecteur de Rm ici. Eh bien, il faut égaler ces dérivées de phi et de f. Voilà, donc là, on s'aperçoit que la méthode de Lair est seulement d'ordre 1, sachant qu'à l'ordre 1, on a bien pour L égale 0 cette propriété, de manière très très simple ici. Par contre, dès que L égale 1, eh bien quand L égale 1, on a 0 ici, alors qu'ici on aura une quantité qui est non nulle. Donc la méthode de Lair est d'ordre 1, ce qui justifie l'utilisation et la construction de ces méthodes générales afin d'arriver à construire la prochaine fois des méthodes plus précises que la méthode de Lair. On se basera sur ces théorèmes généraux pour construire les méthodes de Runge-Kutta.